Voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonsoir et bienvenue au Comptoir des mots pour cette nouvelle soirée de Girls Power, le cycle autour des féminismes qui a déjà 5 ans. Je suis Marie Morel, directrice du comptoir et animatrice de Girls Power. Et je suis accompagnée ce soir par Agathe Morelli, qui a préparé et anime cette soirée avec moi. Bonsoir. Donc nous sommes avec Rokhaya Diallo et Grasly. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à tous d'être là. Bienvenue. On est là pour parler de votre livre Kif Taras, coédité par First et Binge Audio, que vous venez d'écrire en parallèle du podcast du même nom que vous co-animez toutes les deux depuis déjà 4 saisons. En plus de toutes vos autres casquettes, militantes, réalisatrices, actrices, autrices, journalistes. Pas du tout actrice. Tiens, j'apprends quelque chose sur toi ce soir. Non, pas du tout. On était très très impressionnés d'ailleurs en faisant nos recherches quand on a vu justement tout ce que vous aviez fait jusque-là. On s'attendait pas, par contre, à ce que cette soirée autour du racisme et autour de votre livre soit autant d'actualité ce soir. Mais ça rend cette soirée et cette discussion d'autant plus importante. Du coup, on va commencer avec les questions. J'ai lu dans le... Donc, je vous le montre, mais le numéro hebdo, le 1, qui avait pour thème le poison de l'extrême droite la semaine dernière. Sabri Loitard, qui est écrivain et scénariste français, mais qui vit aux États-Unis, et qui signe un très bon papier, dont je voulais vous citer un petit extrait. Il dit... Ce ne sont pas les immigrés et les étrangers qui hantent la nuit raciste que traverse la France, ce sont leurs enfants devenus français et leurs petits-enfants et la progéniture de ceux-ci, des générations entières de Français imposteurs, de faux frères, qui n'auront de français que la nationalité, la langue et la culture, car ce blockbuster idéologique fait passer en contrebande l'idée qu'il faudrait, pour être pleinement français, être blanc. Bon, moi je lis ça dans mon bain juste après avoir lu votre bouquin. Et bon, je me dis que là, quand même, c'est chaud. Surtout que ça fait vraiment, ça m'a fait écho à toute la première partie de votre livre et notamment à vos 2 introductions où vous rappelez de manière différente qu'à aussi différents moments de votre vie, vous avez été victime de remarques racistes, que vous le serez probablement encore, et que quand on vous demande d'où vous venez, vous dites je suis française, et que très souvent on vous demande de préciser. On vous dit oui, non mais vraiment, comme si la réponse ne suffisait pas, qu'il y avait un mensonge, qu'il fallait préciser. Du coup, en 2022, comment on répond à cette question ? Quelle est la question de trop aussi ? La fois où vous la posez et que vous vous êtes dit c'est bon, c'est la dernière fois qu'on me pose cette question, maintenant je milite. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation et merci à tous et à toutes pour votre présence. C'est vrai que les circonstances, on a envie de se dire que le sujet est d'actualité, mais en même temps, le racisme, malheureusement, c'est toujours d'actualité en France et dans beaucoup d'autres pays. Donc, il se trouve qu'on est entre 2 tours d'une élection dont l'issue est plus incertaine que jamais. Mais cette rhétorique, elle n'est pas circonscrite au Rassemblement national. Je pense que c'est important de rappeler que le racisme, c'est pas un cadre qui se limite à un parti, mais une rhétorique qui, malheureusement, a été diffusée sur l'ensemble du spectre politique et qui a été vraiment très manipulée par le pouvoir actuellement en place, qui s'est quand même bien amusé à essayer à la fois de séduire les potentiels lecteurs de l'extrême droite et de faire monter l'extrême droite pour s'assurer le fait d'avoir un adversaire face auquel il apparaîtrait comme étant un challenger quelqu'un qui défie l'extrême droite. Il y a aussi cette manipulation-là dont on mesure pas en fait les effets sur le quotidien, parce que ce qui se passe quand on manipule ce genre d'idées, quand on essaie de créer des antagonismes de cet ordre-là, c'est que les propos qui sont tenus dans l'espace public ont des conséquences sur la vie quotidienne des personnes. Vous parliez à l'instant de Sabri Loitard qui est romancier, qui est à l'origine d'une très belle série avec Rebecca Zlotowski et qui fait partie aussi de ces Français qui se sont expatriés parce qu'ils en pouvaient plus en fait de ce climat. Il y a eu un article dans le New York Times le mois dernier qui parlait de tous ces Français musulmans notamment qui étaient partis de France, et il en fait partie. Il était dans après les attentats de 2015 et parce que le climat en fait était insupportable et
Parce qu'il y a la question tu viens d'où, mais il y a aussi la question systématiquement la suspicion qui se fait à l'égard de toute personne qui est déclarée ou soupçonnée d'être musulmane, à laquelle on demande tout le temps de montrer des signes de loyauté, voire d'allégeance. Et donc lui est parti et il se sent sans doute mieux dans un pays qui a aussi ses problèmes. On va pas idéaliser les États-Unis, mais au moins qui est pas le sien. Je veux dire, quand on se sent étranger dans un pays étranger, c'est normal. Quand on se sent étranger chez soi, c'est plus difficile et c'est plus douloureux. Donc, je crois que c'est pas seulement la question de d'où viens-tu ou d'où venez-vous, mais est-ce que t'es un vrai Français, mais dans le sens de est-ce que vraiment tu ne vas pas nous trahir à un moment donné. Et ça, c'est beaucoup plus violent. Mais je me demandais, est-ce que quand on vous répète cette question, ou d'autres questions de même nature, de même violence, à quel moment on passe un peu pardon pour l'expression un peu, mais de sujet passif qui subit malheureusement cette agression quasiment quotidienne, j'imagine, ou trop récurrente, à sujet actif? À quel moment on passe de subir à lutter, et qu'on dit ok, là c'était la question de trop, c'était la fois de trop. Maintenant, vous, est-ce qu'il y a un élément fondateur, un événement fondateur qui a fait que vous vous êtes engagé un peu plus concrètement? Moi, j'ai l'impression que je suis toujours en train de subir et lutter en même temps. C'est-à-dire que quand j'entends ça dans l'espace public, je subis. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on subit, on ne lutte pas. Donc, je ne pense pas que ce soit contradictoire. On a tous, par contre, des déclics personnels. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit « Ah, bah ça, c'est ma goutte d'eau. » Parce que moi, c'est quand j'ai eu des enfants, parce que je me suis vraiment dit que ça me meurtrissait vraiment profondément de voir en fait l'immobilité en 30 ans et la dégradation en réalité, puisque là on regarde des chiffres, on se dit il y a 20 ans c'était déjà comme ça, et puis en fait c'est pire maintenant, puisque l'issue est incertaine, comme tu dis, de cette élection, de ce deuxième tour. Ça veut vraiment dire que on entend des choses du style mais oui, le racisme maintenant c'est le wokisme, ou bien les féministes elles en font trop. Mais en fait, à quel moment est-ce que c'est la faute des féministes qu'il y a un entre-deux tours aussi incertain? C'est quand même les personnes qui sont au pouvoir qui devraient prendre toute la responsabilité des politiques. C'est dingue d'en être toujours là, et je pense que cette résistance, elle fait partie du problème. La résistance au progrès, elle fait partie du problème dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, et on est toujours dans cette idée que le mal vient des gens qui veulent changer les choses, et on est toujours dans cette idée que la France serait blanche, alors que moi, si mes parents sont en France, c'est parce que la France était au Cambodge. Je ne suis pas venue ici en vacances en me disant je vais rester. Et c'est encore aujourd'hui l'idée que pourquoi vous êtes là, rentrez chez vous. Mais il y a une histoire très longue, et la France est aux Antilles, la France est à La Réunion, la France est à Mayotte. Je veux dire, on est dans cette idée que ces gens ne seraient pas français, des citoyens à part entière. On le voit très bien sur les sorties médiatiques à Mayotte, et le traitement réservé aux citoyens de ce territoire. Donc, et vraiment, c'est pas une question de savoir, puisqu'il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des gens qui sont des professeurs émérites des universités je veux dire, c'est très clair, la carte de la France, on l'apprend en CE2 ou même avant. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas un truc qui tient à la raison. C'est vraiment quelque chose de plus irrationnel et de ouais, je sais pas. Ça me rend vraiment en colère. Je suis vraiment en colère de me dire qu'on répète. On répète pas. Je veux dire, mais c'est répété par plein de personnes. Donc c'est pas l'œuvre de l'ignorance. C'est quelque chose qui est vraiment lié à une volonté d'exclure des personnes et d'en arriver là. En fait, il y a une volonté, il y a comme un projet politique. Je dirais pas que c'est aussi clair que ça. Il n'y a pas un programme, mais en 20 ans, le programme, il est là. Il est que on se dit peut-être que l'extrême va gouverner le pays. Ouais, on attaque très fort. On va y revenir ensuite dans les questions. Je pensais pas que on allait y aller direct, mais on va y revenir. C'est très bien. Moi, j'aime bien quand on plante un peu Ouais, on y va. Kif Taras, le livre, il est sorti en début d'année, nourri par votre podcast, et il propose aussi une alternance de théories, d'exemples, de conseils pratiques qui est très riche. Après le podcast, quels étaient vos objectifs en écrivant ce livre-là? Est-ce que c'était pour toucher un public différent?
Disons que on a eu cette chance effectivement de pouvoir créer ce podcast ensemble et de recevoir quasiment à chaque émission un invité qui nous permettait d'explorer une thématique particulière qu'on voulait creuser. Ce livre nous permet de nous exprimer directement parce que c'est vrai que dans le podcast on se positionne comme intervieweuse, même si on est dans une conversation assez interactive où on nourrit un petit peu les entretiens de nos expériences personnelles, de nos réflexions, de nos observations. Mais là il s'agissait vraiment de proposer notre lecture en étant en fait en première ligne pour porter notre voix, même si dans le livre effectivement on utilise des extraits du podcast pour illustrer certaines des théories en fait qu'on a développées, qui sont évidemment alimentées par des sciences sociales, de l'histoire ou du droit. Et l'idée c'était vraiment de poser ça et de créer comme un précis en fait pour comprendre les enjeux du racisme en France de manière accessible, aussi bien pour des personnes qui ont une certaine connaissance du sujet que pour des personnes qui n'en ont absolument aucune et qui sont un petit peu révulsées par l'idée qu'on puisse employer le mot race comme ça en couverture d'un livre en France en 2022. Donc c'est un peu ça, c'est aussi bien pour des personnes qui n'ont pas forcément de familiarité avec ce sujet-là, des personnes qui sont concernées parce qu'elles sont ciblées par le racisme de manière plus ou moins quotidienne, que des personnes qui ont envie d'approfondir des connaissances qu'elles ont déjà. Juste pour compléter ce que vient de dire Rokhaya, l'un des meilleurs compliments qu'on nous fait quand on parle du podcast, les gens nous disent en fait j'avais cette conversation avec quelqu'un qui comprenait pas tel ou tel sujet, par exemple qui croyait dur comme fer au racisme anti-blanc, ou qui voyait pas les couleurs, ou qui trouve que voilà. Et ces personnes nous disent ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tel lien de tel podcast vers ces personnes-là, et comme ça j'ai pas besoin de faire leur éducation, et ces personnes-là écoutent, et après elles sont peut-être toujours pas d'accord, mais au moins il y a un support. C'est pas juste une personne ne s'épuise pas à expliquer à quelqu'un d'autre, et c'est une ressource. Et nous on était très fiers d'avoir ce compliment, parce que c'est exactement ce qu'on voulait quand on y a pensé. On s'est dit que c'était vraiment un chouette retour de nos auditeurs et auditrices. Et ce livre, il est aussi, c'est aussi un outil. On l'a pensé comme le livre à offrir à tous les oncles et les tatas racistes des dîners de famille. Comme ça, ça fera un beau cadeau. Et donc, c'était un super pitch. Ça nous a bien guidés. C'est-à-dire que, à la fois, c'est un livre qui est clair, parce qu'on parle de thématiques qui sont pas forcément abordées et abordables pour des personnes qui n'ont jamais réfléchi à ça, mais qui peut leur permettre d'avoir un début de commencement en fait de réflexion là-dessus. D'ailleurs, en pensant à ça, c'est pour ça qu'on écrit des questions un peu, voilà, les races, ça existe ou pas, mais enfin, on peut plus rien dire, etc. Comme introduction de chapitre pour justement permettre de répondre à ces réflexions qui sont quand même assez récurrentes dans le quotidien. Oui, d'ailleurs, parfois dans les petits paragraphes de conclusion, vous vous adressez directement à nous ou à des lecteurs en disant « Et en fait, peut-être que vous êtes une partie du problème si vous réagissez à tel ou tel sujet ». Ce que je trouve impactant, on se dit « Ah oui, est-ce que moi-même je réagis comme ça ?» Donc, c'est vrai que Marie le disait, c'est vraiment alternance témoignage, exemple, conseil, qui est vraiment très riche. On a l'impression de vraiment prolonger l'écoute du podcast. Et grâce d'ailleurs, vous le disiez, donc je vais rebondir là-dessus, mais que les gens ne voyaient pas les couleurs. Et il y a une notion qui nous a beaucoup interpellés dans la lecture, c'est la notion d'être favorablement ou défavorablement racisé. Et ça m'a vraiment interpellée parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier, à déracialiser les blancs, à faire comme si le blanc n'était pas une couleur, ou que c'était une couleur neutre, une espèce de valeur étalon autour de laquelle les autres gravitaient. Et en fait, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Pourquoi c'est aussi important de ne pas justement déracialiser les blancs et de bien leur donner une catégorie comme les autres? En fait, il n'y a pas de raison que tout le monde soit catégorisé et pas nous et pas eux. En fait, je pense que c'est la même chose que lorsqu'on pense que le masculin est neutre en français. C'est exactement le même combat. C'est-à-dire que si vous pensez que le masculin est neutre, ça veut dire que le masculin est la norme. Et donc le masculin serait l'alpha et l'oméga de notre grammaire, de notre mode de pensée, de notre mode de vie. Donc c'est exactement le même parallèle qu'on peut faire pour la question de la race. C'est-à-dire que si on considère que la norme, c'est être blanc, et ça veut dire que moi je suis la marge, Rokhaya aussi.
Et donc voilà, donc femme plus marge, enfin femme plus pas blanc, voilà. Donc en fait on cumule donc ces marges, ces marginalités, et ça fait beaucoup parfois. Donc nous on en a que 2 ou 3, et des personnes qui peuvent aussi subir d'autres oppressions telles la question de la classe socio-économique, l'accès, la question d'être valide dans l'espace public, la question d'avoir la question du handicap, d'autres handicaps, la question de la grossophobie. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est très important de pouvoir se dire que ça nous affecte toutes et tous à des voilà. Donc c'est comme un multi couche et que c'est important parce que c'est ça. Donc c'est l'intersectionnalité, c'est-à-dire que ces oppressions peuvent interagir entre être une femme, être asiatique. C'est pas la même chose qu'être un homme et être asiatique. C'est pas comme ça on n'est pas perçu de la même manière dans l'espace public. Ça veut dire qu'on peut subir des choses différentes, être traité différemment. Et c'est pareil pour quand on est à l'intersection de plusieurs oppressions. Et donc c'est important de ne pas considérer qu'une telle personne est une norme, puisque ça veut dire que c'est encore une question d'exclusion. On exclut les autres. Les autres. Pour en revenir à votre question par rapport au fait d'être, alors on parlait de défavorablement ou de favorablement racialisé, parce qu'en fait le terme racisé c'est un terme qui a été créé par Colette Guillaumin, et justement qu'on emploie beaucoup aujourd'hui en France. On parlait de personnes non blanches, on parle de personnes racisées, mais ce qu'on oublie c'est que Colette Guillaumin avait créé un binôme en termes de mots. Donc il y avait les personnes racisées qui étaient les personnes non blanches et les personnes racisantes qui étaient les personnes blanches. Et du coup le fait de ne parler que de personnes racisées fait qu'on oublie en fait qu'il y a d'autres personnes qui sont racialisées. Donc les deux groupes sont racialisés, mais il y en a qui subissent une racialisation et d'autres en fait qui sont à l'origine de la racialisation. Et donc c'est pour ça que nous on préfère éviter ce terme-là, parce qu'il efface finalement la racialisation du groupe dominant et il laisse entendre en fait qu'il y a qu'un seul groupe qui subit une racialisation et qui finalement effectivement ça confirme le fait qu'ils soient cantonnés à une marge. Et donc pour nous c'est très important de rappeler que la déracialisation en fait c'est un phénomène dynamique et que tous les groupes sont racialisés, soit ça les avantage, soit ça les désavantage. Quelque chose qui nous a vraiment marqué un peu plus tard dans votre livre, c'est tout le rapport à l'histoire et à notre passé, en fait. À la fois sur notre histoire collective, à la fois sur l'histoire du racisme. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus sur le fait que le racisme est quelque chose d'adaptable, qui s'est adapté, et que non, il n'a pas forcément toujours existé, en tout cas pas sous cette forme-là. Où et quand le racisme est-il apparu ? Alors, on a vraiment tenu à faire une distinction historique entre le racisme et l'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'on entend toujours, et la xénophobie, on entend toujours dire oui, le racisme c'est partout de tout temps. Mais nous, ce qu'on appelle racisme, c'est un phénomène de domination qui est lié à l'expansion coloniale et à l'esclavage. Et donc, le racisme, en fait, c'est un outil de domination qui vient justifier un système d'exploitation. Donc quand on parle d'ethnocentrisme, c'est le fait de considérer, c'est ce que disait Lévi-Strauss, de considérer le groupe auquel on appartient comme étant le référent. Et donc il y a plein de populations qui, dans l'étymologie du nom de leur peuple, c'est les hommes, l'humain, l'homme, etc., parce qu'ils se considèrent comme le référent. Et en fait, les autres, c'est d'autres types de personnes. On peut penser aux barbares ou des choses comme ça, où les autres, en fait, sont un tout indifférent qui n'est pas nous. Et donc ça, c'est de l'ethnocentrisme. Le racisme est une idéologie qui va créer une hiérarchie. Pour justifier en fait une exploitation économique. Par exemple, quand l'esclavage a été mis en place, quand l'expansion coloniale a été mise en place, il a fallu en fait expliquer que des personnes qui d'abord ont été éradiquées sur les territoires américains, les populations autochtones, et puis d'autres qui ont été massivement déportées du continent africain pour travailler gratuitement, il a fallu l'expliquer en fait. Et comment l'expliquer si ce n'est en disant que ces personnes-là ne sont pas tout à fait des personnes. Et donc, on a d'abord utilisé la Bible, et notamment la malédiction de Cam, qui est cette histoire qui raconte qu'un des fils de Noé, Cam, a été maudit par son père parce qu'il s'était moqué de lui, parce qu'il l'avait vu dans sa nudité, et que donc, des gens ont réinterprété cette malédiction en disant que Cam avait été condamné à être noir et que toute sa descendance serait noire. Et donc, c'est comme ça qu'on a dit, en fait, c'est noir, ce sont pas des êtres humains comme nous, donc on peut les réduire à l'esclavage pour leur faire accéder à cette humanité-là. Et d'ailleurs, il y a une controverse juridique qui est très connue, qui s'appelle la controverse de Valladolid, en fait, où il y a eu un débat qui se demandait si les autochtones des Amériques étaient des êtres humains ou non.
Et finalement, il a été décidé qu'ils étaient des êtres humains et qu'ils ne pouvaient pas être réduits à l'esclavage, ce sort dont n'ont pas bénéficié les Africains noirs. Et donc, après la religion, c'est la science, notamment à partir de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, où la science, en fait, est venue expliquer par des espèces de calculs scientifiques, pseudo-scientifiques, de craniologie, etc. On a expliqué, en fait, qu'il y avait une hiérarchisation de l'humanité. Évidemment, les Blancs étaient en haut. Hein. Pourquoi se priver, hein? Donc, logiquement, les Blancs étaient en haut de la hiérarchie. Et en fait, on a commencé à faire des mesures crâniennes, etc., des expérimentations sur des corps de personnes colonisées. Notamment, je pense à Sarah Baartman, qu'on est connue aussi sous le nom de Vénus Hottentote, qui est une femme sud-africaine qui a été victime de torture et de sévices sexuels assez infâmes. Et donc, c'est ça, en fait. Et donc, le racisme, c'est une idéologie qui hiérarchise et qui justifie et qui organise politiquement. C'est très différent, en fait, d'un sentiment collectif où, en fait, on va percevoir les autres comme étant différents. Dans le racisme, en fait, il y a quelque chose qui est indépassable et qui caractérise les autres, mais de manière quasi génétique. Et c'est vraiment ça la différence. Et quand on le pense comme une théorie qui construit, qui classe, on se rend compte que c'est aussi une construction historique. Et donc, ça n'a rien à voir avec la biologie, ça a surtout à voir avec la politique et avec le capitalisme. Et je voulais continuer en citant, par exemple, et on le cite dans le livre, des personnes françaises plus tard, par exemple dans la Troisième République, qui ont utilisé ces théories qu'on dit des théories racialistes pour asseoir des politiques d'expansion, notamment Jules Ferry, qui a son nom sur les plaques, dans les rues, qui a expressément dit qu'il y avait un devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. C'est un discours qu'il a prononcé à l'Assemblée nationale en 67 concernant Madagascar. Ces idées-là, elles restent aujourd'hui, on est les héritiers de cette pensée-là. Et quand on mobilise l'histoire pour dire que le racisme fait partie de l'histoire de France, c'est pas pour dire tous les Français sont racistes ou voilà. L'idée, c'est de dire que nous baignons dans cette histoire et que nous en sommes imprégnés. Nous le voyons sur les plaques de nos rues, nous le voyons sur des statues qui trônent devant l'Assemblée nationale. Nous voyons tout le temps ces personnes-là. Donc Jules Ferry, l'école gratuite obligatoire. Et on s'est dit que c'était un homme. Enfin, moi, je me suis dit, c'est un homme super, ce gars, parce que grâce à lui, je vais à l'école. Non, mais c'est évidemment ce qu'on se dit. Et après, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, pour lui, je suis une race inférieure, puisque ça fait partie de la rhétorique de cette Troisième République et qui aujourd'hui est encore présente, puisque quand on parle d'ensauvagement, quand on parle de sauvageon, quand on parle d'inassimilation. Enfin bon, voilà, ces mots, c'est des termes coloniaux. C'est des termes qui ont été utilisés pendant les périodes coloniales pour se mettre des personnes et qui sont utilisés aujourd'hui contre des populations sur le sol français, hexagonal ou ailleurs, pour dire ils sont pas intégrés. Donc voilà, donc tout ça reste, c'est l'histoire qui parle là. L'importance, justement, c'est ce qui est un peu très explicite sur l'importance des mots, l'importance du langage, des termes qu'on utilise, qu'on choisit. Ce que vous évoquez notamment un peu plus loin dans le livre par rapport à l'utilisation du mot bridé, par exemple, pour parler des yeux, qui est très connoté aussi, qui est très connoté de façon péjorative parce que ça sous-entend aussi une forme de docilité, de discipline. Et on voit à quel point c'est important quand on voit aussi la résistance qui se met en place dès que, par exemple, on modifie un titre comme celui du livre d'Agatha Christie, alors que, rappelons qu'en anglais, c'est And They Were Known, je crois, il me semble, And Then They Were Known, et qu'en plus, Agatha Christie, de son vivant, avait donné une latitude par rapport à la traduction de son livre. Donc en fait, si elle-même de son vivant, enfin je veux dire, c'était quand même la mieux placée pour choisir. Donc c'est assez étonnant de voir la levée de bouclier et l'incroyable résistance qu'il y a eu par rapport à ça. Donc c'est exactement ce que vous venez de dire par rapport effectivement. En fait, on se rend absolument pas compte de l'importance des mots. En fait, ce que je trouve intéressant dans cette polémique en particulier sur Agatha Christie, c'est l'outrance des réactions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que ça vous enlève si on vous dit que vous ne pouvez plus dire nègre? Mais je veux dire, à un moment donné, est-ce que c'est si important que ça pour vous? On a l'impression que leur vie en dépend, ils font des débats, mais on peut plus rien dire, vous vous rendez compte, si on peut plus l'appeler comme ça, le livre. Et en fait, on se dit que d'une certaine manière, c'est ça en fait. C'est quand on a une position dominante, impensée, on a l'impression qu'on a tous les droits.
et de manière absolue. Et le fait de questionner, non pas un droit, parce qu'on a le droit de prononcer ce mot, en vérité, il est tout à fait légal de le prononcer, mais c'est plutôt la question de la responsabilité. C'est qu'est-ce que ça vous apporte de prononcer un mot dont vous savez qu'il va offenser d'autres personnes. Oui, vous avez le droit en théorie de le dire, mais est-ce qu'on n'est pas censé vivre tous ensemble au même endroit et dans le même espace? Donc pourquoi vous voulez absolument, d'une certaine manière, asseoir votre domination pour vous garantir le fait de pouvoir tout dire, y compris si ça agresse, si ça offense d'autres personnes. Et effectivement, pour Agatha Christie, c'était absurde parce que la France était un des derniers pays au monde à avoir encore ce titre, et que effectivement, dès 1940, Agatha Christie avait accordé aux États-Unis le droit de changer le titre, et au Royaume-Uni, le titre a été changé en 1980. Donc c'est son héritier qui a demandé à ce que le titre soit changé en France, et 40 ans plus tard, en France, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la famille d'Agatha Christie Oui, probablement pas lu le livre. Oui, parce que en plus c'est vraiment dans le livre. Enfin, c'est le titre d'une comptine. Je veux dire, si la comptine est dite différemment, ça change pas qui est le meurtrier. Enfin, je veux dire, c'est bon. Ça ne, on ne brise pas le suspense ou l'enthousiasme qu'on peut avoir à essayer de découvrir qui a commis le crime. Donc c'est vraiment. Et je trouve que finalement, en plus. Le texte a été adapté plusieurs fois, notamment au théâtre en France avec un autre titre, et je trouve que And Then They Were Gone, c'est presque plus mystérieux que le titre initial. Donc, calmez-vous, quoi. Calmez-vous. Ouais, on va revenir sur la culture, mais juste, j'en profite, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, Rokhaya. Et bien, du coup, j'ai oublié. En rebondissant, j'ai oublié. Ah oui, sur le fait que ça enlève quelque chose, particulièrement aux blancs, du coup, à la catégorie blanche de la population, de ne pas pouvoir dire race. De la même manière, vous parlez aussi de communautarisme dans le livre, et on a pensé notamment au groupe non mixte de paroles où ça avait fait tout un foin parce que les personnes racisées n'avaient pas le droit de se retrouver entre elles sans qu'un blanc puisse venir donner son avis. Pourquoi tant de haine à chaque fois? Pourquoi effectivement on peut pas laisser les gens qui subissent une situation en parler entre eux sans qu'une autorité, un peu comme si une autorité blanche venait donner son avis? Sur Instagram, je vois souvent cette petite maxime inspirationnelle qui dit quand on est habitué à l'oppression, l'égalité vous semble comme une injustice en fait. Donc, les personnes qui sont assises qui sont au sommet en fait de cette pyramide qu'on vient de décrire par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que les personnes qui sont favorablement racialisées par l'histoire, qui n'ont pas de préjugés à leur encontre de manière évidente, de manière générale en fait dans l'espace public, elles peuvent penser que leur situation est une situation de normalité, et que l'égalité avec d'autres personnes qu'elles jugeaient inférieures, qui ont été considérées inférieures, leur enlève quelque chose. C'est par exemple cette idée qu'il y a derrière la traduction de l'affirmative action en France. L'idée que de prévoir des mesures pour réduire les inégalités, ce serait une discrimination positive. C'est-à-dire qu'en fait, on discriminerait quelqu'un à rendre des droits à d'autres personnes. Voilà. C'est donc cette traduction, déjà, donc, quand vous parlez en France de discrimination positive, personne n'en veut. C'est-à-dire que si vous voulez être discriminé positivement, non. Parce que rien que la question, il y a la réponse dedans. Donc voilà. Donc en fait, cette idée-là, le fait que on parle aussi de politiquement correct quand on parle des États-Unis. Voilà, le politiquement correct, ce serait donc en 1940, quand Agatha Christie a accédé à cette demande des États-Unis, ce serait du politiquement correct. Donc nous, on serait incorrect et on aimerait ça. En fait, il faut se dire que c'est l'idée qu'on nous envoie, c'est que nous, on est vraiment et donc l'idée de liberté, elle devient absolutiste. La liberté, ce n'est pas, d'ailleurs, c'est dit dans le Code civil, enfin, je veux dire, la liberté de chacun s'arrête là où celle d'autrui commence. Personne ne vous dit qu'en France, vous êtes libre de tout faire. Dans l'absolu, contre les autres. C'est faux, en fait, de penser que c'est inscrit dans notre constitution, enfin, que ce serait une exception française ou quelque chose. Non. C'est le même mécanisme qui se met en place quand on parle aussi du mariage pour tous.
Parce que finalement, ça, encore une fois, ça n'enlève rien au mariage hétéro. Enfin, je veux dire, ça veut vraiment un exemple qui n'avait aucun sens non plus, quoi. Et il y a cette résistance et cette espèce de biais bizarre qui se met en place tout de suite, alors que effectivement, c'est une situation d'équité. Tout à fait. Et pour en revenir à la question de la non-mixité dans les réunions, je me souviens qu'une des premières polémiques qui a éclaté il y a 4 ans, c'était dans le cadre d'un festival afroféministe qui avait été créé par le collectif Moissy, et donc le festival s'appelait Nien Sapo. Et donc c'était un festival dédié aux femmes noires. Et dans ce festival-là, il y avait certaines réunions qui étaient réservées aux femmes noires. Et donc Anne Hidalgo a décidé de porter plainte, qui est la maire de Paris, donc est garante du respect des droits et des citoyens parisiens, a décidé de porter plainte contre le festival pour discrimination contre les blancs. Et je me suis dit, mais alors ce qui est fou, c'est que donc c'est une réunion qui était réservée aux femmes noires. Or, qui n'est pas une femme noire? Les hommes noirs, les personnes d'origine nord-africaine qui ne sont pas noires, les personnes asiatiques. Mais en fait, la seule préoccupation d'Anne Hidalgo, c'est que les Blancs, en fait, ne pouvaient pas accéder à cet espace-là. Donc ça montre bien que la question, c'était pas la question de la justice, mais la question de la défense du privilège blanc. Parce que Anne Hidalgo n'en avait rien à faire que Grace, par exemple, ne puisse pas aller à cette réunion. C'était pas du tout son problème, en fait. Donc, d'ailleurs, voilà, enfin, RIP. mais donc, non, moi, je trouvais ça vraiment, et c'est intéressant ce que ça disait, parce que finalement, tout le débat s'est focalisé sur le fait que des Blancs ne puissent pas faire quelque chose dans ce pays. En fait, c'est ça l'histoire. Et la vraie histoire, c'est ce débat-là, c'est que ça ne dérange personne que, par exemple, lors de la soirée électorale, on puisse voir des plateaux de télévision qui sont intégralement blancs, à part Rachida Dati, majoritairement masculins, alors que ce qui se joue, c'est quand même un débat entre l'extrême droite et la droite. Et que finalement, les citoyens et citoyennes qui sont potentiellement le plus impactés, ce sont pas les blancs. Et donc, en fait, les gens qui ont plus de risques de voir Marine Le Pen au pouvoir ne sont pas du tout sollicités. Parmi tous les journalistes non blancs qui existent dans ce pays, ou les éditorialistes, il n'y en a pas une qui a été sollicitée pour apporter une analyse avec un point de vue qui soit un petit peu différent de ceux qui disent de manière très théorique, oui, est-ce qu'elle est d'extrême droite, est-ce qu'elle n'est pas d'extrême droite. Nous, notre question, c'est qu'est-ce qui va arriver à nos parents, en fait. Et concrètement, l'analyse, évidemment, du programme, elle est complètement différente quand on sait qu'on peut être directement impacté, même si on fait un travail professionnel de journaliste. Et donc, cette non-mixité-là, en fait, elle est absolument pas questionnée. Elle est pas questionnée parce qu'elle est considérée comme normale, alors qu'elle est profondément injuste. Et le fait que, temporairement, des personnes minoritaires s'octroient des espaces pour discuter, alors qu'elles ont très rarement la parole, c'est pas injuste. C'est juste la réparation symbolique d'un préjudice et d'une injustice qui est structurelle et qui est permanente. Comme si les personnes blanches seraient venues, en plus, par exemple, pour ce festival-là. Non, mais surtout, en plus, les personnes en question, c'est des gens Eugénie Bastier ou des gens, on sait, qui vont jamais aller à aucune réunion antiraciste. Et voilà, c'est ça. Et le jour où, en fait, on leur dit, vous pouvez pas venir, ils disent, ah, mais c'est pas juste. Sur le on ne peut plus rien dire, je fais juste un relais parce qu'il y a un bon article dans le dernier numéro de La Déferlante, justement, qui creuse un petit peu cette question-là et qui dit, tiens, mais en fait, qui est-ce qui dit on ne peut plus rien dire? Oh bah tiens, Finkielkraut par exemple, etc. Et en fait, c'est des mecs blancs cis hétéros assez âgés qui continuent à être invités en matinale dans les médias pour dire qu'on peut plus rien dire. Donc c'est quand même sacrément pour dire ironique. Partout, on ne peut plus rien dire. Absolument partout où ils ont la parole, donc dans les plus grandes comme quoi ils peuvent vraiment médiatiques, ils ont la parole pour dire qu'ils peuvent plus rien dire, ce qui est assez acrobatique. Les pauvres. Du coup, ouais, pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, on à la lecture à la fois de l'actualité malheureuse un peu et de votre ouvrage, on se demandait, comment le racisme permet finalement de ne pas engager une réflexion sur les injustices sociales et les défaillances collectives et étatiques. En fait, c'est comme si le discours s'était un peu déplacé d'une échelle collective à personnelle. Donc les gens tout de suite se disent mais non, mais moi je suis pas raciste, c'est pas ma faute. Au lieu de se dire peut-être qu'on a merdé collectivement. Et c'est je trouve que dans un moment important qui est un presque second tour, comment on peut revenir un peu aux responsabilités collectives et étatiques? Je crois que la perception individuelle du racisme a toujours été. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Vous vous rappelez quand les premières expéditions coloniales ont été faites,
C'était pas l'État français est allé au Congo. Cet homme, c'était une entreprise individuelle d'un homme qui avait convaincu des mécènes, dont l'État, mais d'autres, et qui allait mener une entreprise individuelle d'exploration, d'aventure, quelque chose d'extrêmement courageux. On le glorifierait en disant que c'est un entrepreneur. Etc. Exactement, c'est la start-up. C'est le début de la start-up. Et voilà, et beaucoup, enfin toutes les entreprises coloniales ont commencé comme ça, c'est-à-dire que elles ont été portées par des individus. Et ensuite elles ont gardé l'idée que c'est quelque chose de moral en fait. Le racisme pendant très longtemps, moi dans les années 80, on nous disait voilà, touche pas à mon pote, je le défends, c'est une question morale en fait. C'est pas bien d'être raciste, je vais venir et défendre les personnes qui sont méchantes. On reste autour de cette question de l'antiracisme moral et ça permet de ne pas considérer le racisme comme une entreprise collective, comme quelque chose qui bénéficie au pouvoir et aux personnes qui sont les mieux placées dans notre société. Et que c'est un problème qui doit être réglé collectivement. C'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que de moins en moins, puisque l'antiracisme, ce qu'on appelle l'antiracisme politique, prend de plus en plus de place. Enfin, comment je l'espère. Mais on voit bien les questions. Enfin, que c'est pas encore arrivé de manière au plus haut niveau de l'État, qu'il n'y a pas de politique en ce sens. Que oui, donc l'idée ce serait que bien sûr que c'est quelque chose qu'on fait toutes et tous, c'est-à-dire je dirais pas s'éduquer soi-même parce qu'on s'éduque jamais soi-même. Il y a des livres et des gens qui font des trucs avant nous et qui nous permettent de nous éduquer. Mais en fait, on est responsable de nous-mêmes, de notre réflexion, et aussi il faut que ce qui est important pour nous le soit aussi pour soit reflété dans les politiques publiques. C'est ça, c'est que ça doit être traité de manière à ce que ce ne soit pas contournable en fait et que ce soit une vraie priorité de notre société. Comment est-ce que vous percevez les changements, enfin le peu de changements qu'il y a dans les représentations, notamment au cinéma? Je pense à Shonda Rhimes, par exemple. Je pense du coup aux Chroniques de Bridgerton. Je pense à certains films, notamment Black Panther que vous évoquez dans le livre. Comment est-ce que vous percevez ces micro-changements-là ? Même si les changements ont l'air... bon, là, on parle plutôt de fiction américaine, qui est quand même en avance depuis longtemps, depuis très longtemps. Enfin, moi, on est des enfants des années 80-90. Les seules représentations qu'on avait de personnes non blanches à l'époque, venaient, en tout cas des représentations qui n'étaient pas ridicules, venaient des États-Unis. Et... disons qu'en France, il y a quand même une évolution, même si elle est timide. La dernière décennie, en tout cas la décennie 2010, a vu quand même des évolutions assez importantes. Au niveau de la télévision, d'ailleurs, il y a mon amie Elisabeth Arnac qui est là, qui est à l'origine d'une série, la seule première série, quasiment unique série qui parle de l'esclavage français dans les territoires colonisés français, les Antilles françaises, en 2006, si je me souviens bien. Voilà. Et donc voilà, cette série-là existait sur France 3, sur le service public français, mais elle est très isolée en fait dans ce qu'elle raconte d'un esclavage français. Nous, l'imaginaire qu'on a autour de l'esclavage est surtout lié aux États-Unis, aux créations américaines. Après, la décennie de 2010 a vu quand même des transformations au niveau du cinéma, notamment après le César de Omar Sy. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de séries où les protagonistes principaux étaient noirs. Je pense à L'Ascension, je pense à Il a déjà tes yeux, je pense à Bienvenue à Marly Gaumont. Il y a quand même ou Bande de filles, dans un tout autre genre. Il y a quand même des endroits où on a vu des protagonistes noirs avoir des premiers rôles et ça s'est vraiment multiplié dans cette décennie-là. Même si ça reste assez timide, ça reste des exemples un petit peu isolés, j'ai l'impression quand même que des changements aussi vont venir des plateformes, tout simplement, que les plateformes sont en train de pousser. Oui, avec Drôle, par exemple. Donc on attend maintenant une série qui sera écrite par des personnes concernées, ce serait pas mal aussi. Parce que voilà, c'est bien de faire du casting, etc. Mais on le sent. Enfin, en tout cas, moi, je sens des choses qui sont pas liées. Il y a beaucoup d'efforts et de bonne volonté. Mais je pense que c'est bien aussi de permettre à des personnes non blanches de réaliser, d'écrire des séries et d'en tirer des bénéfices matériels aussi, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, l'argent. Il y a pas que l'interprétation, il y a aussi tout ça. Donc voilà, on a des visages. On a aussi l'initiative d'Aïssa Maga avec Noir n'est pas mon métier, qui avec 15 comédiennes a écrit un livre et a monté sur les marges de
du Festival de Cannes, 16 visages d'actrices différentes, de différentes générations, qui montraient justement, en répondant à cette question qui dit « Ah, mais on n'en trouve pas, on trouve pas les comédiens, les comédiennes », dire en fait on est 16, on est totalement différentes les unes des autres, mais on traverse toutes les mêmes expériences avec des clichés, des rôles stéréotypés. Et Aïssa Maïga, bien qu'elle soit celle qui travaille le plus, qui soit le plus visible en France, a eu cette initiative de montrer d'autres femmes qui étaient moins visibles. Et donc il y a quand même cette idée et un mouvement de personnes qui ont envie de montrer que ça bouge et que ça change. Et je sens que c'est en train de bouger aussi sous l'impulsion des réseaux sociaux. Il faut dire aussi qu'il y a énormément de créateurs et de créatrices de contenu qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont aussi capables de drainer des centaines de milliers de personnes en étant asiatique, en étant noir, en étant d'origine nord-africaine, etc. Et ça, c'est aussi une transformation qui va, d'une certaine manière, dépasser la télévision. Je suis quand même assez circonspecte de constater que la première fiction qui va être celle française de Disney+, ça va être l'histoire de Malek Ousekine. Et je me dis, c'est génial. Et en même temps, c'est Disney qui fait ça, c'est pas France Télévisions. Donc, c'est effarant, c'est vraiment effarant et c'est génial parce que dans les scénaristes, il y a des gens comme Faiza Gueye et c'est super, on est super content pour elle, mais on aurait aimé payer une redevance pour avoir ça et pas être obligé d'être abonné à Disney+ pour voir une série qui raconte notre histoire, une histoire de 1986. Oui, et d'ailleurs, vous le citez plusieurs fois, enfin à la fois là présentement, mais aussi dans le bouquin, la différence qu'il y a entre les États-Unis et la France, ou le système anglo-saxon et la France. On a l'impression que on dit beaucoup les Américains, on les pointe beaucoup du doigt comme un peuple raciste. Ils ont quand même élu Trump. On n'est pas loin d'élire Marine Le Pen, donc oui, exactement, dans une même décennie quasiment. Et donc on pointe beaucoup du doigt les autres en disant les autres sont racistes, mais en fait finalement les Américains sont peut-être racistes, mais au moins soit ils le sont plus clairement, soit ils luttent plus clairement. En tout cas, ils prennent bien plus parti. Est-ce que le souci de la France, c'est pas de nier ou d'être dans le déni finalement de ça? Moi, je pense que le souci de la France, mais je pense pas qu'il soit très différent aux États-Unis. Je pense qu'il est formulé de manière différente compte tenu de la différence entre l'histoire et la géographie aussi surtout. Mais que en fait le problème partout, c'est le respect. Le déni, il existe aux États-Unis aussi. On voit bien que ce n'est pas... Nous, quand on parle de fiction américaine, c'est sûr que moi, j'ai regardé la fiction américaine en grandissant parce qu'elle n'existe... Je ne pouvais pas me retrouver dans les fictions françaises. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je pourrais continuer à dire ça, même si ça avance et que il y a plus de personnages qu'auparavant. Mais les États-Unis ont connu sur leur territoire... un génocide, puis l'importation massive de personnes esclavagisées, et donc alors que la France les a cantonnées, en fait, ces personnes à des territoires lointains, comme les colonies, c'est-à-dire les Antilles, sur ce qu'ils appellent aujourd'hui les territoires d'outre-mer, départements et régions d'outre-mer, ou bien en Indochine, qui était lointaine, c'était exotique, qui n'était pas une colonie de peuplement. Donc, à part la question algérienne, en France, on est très différents. Enfin, il y a vraiment beaucoup de différences avec les États-Unis. Et donc, l'impulsion qui a été faite avec les droits civiques, tous les mouvements des droits civiques dans les années 60, ça venait à la fois d'une pression géographique, une pression de population très forte sur place. Et donc, nous, on n'a pas ce ratio de population qui permet en fait d'exercer autant oui, cet impact sur comment on est gouverné et comment. Il y a une question de chiffres. Enfin, il y a moins de personnes et aussi on n'est pas au même endroit. Et donc tout ça fait que la fiction, mais même les universités, le journalisme, la télévision, elle a été infusée par ces mouvements-là très tôt, mais que aussi ces mouvements-là ont été utilisés comme une soupape en fait pour dire voilà, on a fait de la cosmétique, on a travaillé ça à l'extérieur, mais en fait en termes de droit, ça n'a pas avancé comme vous le vouliez en réalité. Donc c'est pas non plus, c'est pas la panacée évidemment de se comparer aux États-Unis, et on le voit bien sur les questions des droits aujourd'hui, de la brutalité policière, des questions des réparations. Enfin tout ça, on peut pas dire que il y a un pays qui tire son épingle du jeu, même si on pourrait avoir cette impression parce que on se dit ah oui. Voilà, en tout cas, je dis cosmétiquement, c'est-à-dire que de l'extérieur, on a l'impression que, mais donc en fait,
la réalité, c'est vraiment une question de respect, c'est-à-dire comment est-ce qu'on respecte les gens qui vivent sur le même territoire que nous, avec qui on partage un quotidien, avec qui on partage une histoire commune et une culture. Des cultures. Pour moi, c'est vraiment la question. Elle n'est pas. On n'y répond pas de la même manière en France, mais rien n'est satisfaisant en vrai. Et après, je suis complètement évidemment d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je crois qu'il y a aussi un effacement de l'histoire de France et une absence de mise en perspective de choses qui sont très familières, mais qu'on n'associe pas forcément à la question du racisme d'État. Je pense par exemple à l'Holocauste, à la Shoah. Moi, j'entends tout le temps des gens qui me disent en France, il n'y a jamais eu de ségrégation. J'ai envie de dire, mais la Shoah, c'était un régime de ségrégation sur le sol français hexagonal, qui était un régime légal avec les lois de Vichy. Et en fait, le fait qu'on puisse se dire aux États-Unis, ils faisaient la ségrégation pendant qu'ici, il se passait rien, alors qu'il y avait un génocide qui était en train de se perpétrer sur le sol français et que, voilà, la rafle du Veldiv a eu lieu à Paris, des gens ont été fichés, ont été marqués physiquement par une étoile et ce régime d'extermination en Allemagne, qui a commencé en Allemagne et qui a, du fait de la collaboration, s'est poursuivi aussi en France, il a été largement inspiré par la ségrégation et Adolf Hitler était un admirateur d'un théoricien qui s'appelle Madison, qui est un théoricien de la ségrégation raciale contre les Noirs. Et il a souvent témoigné du fait qu'il admirait beaucoup la manière dont les Américains avaient réussi à mettre en place un régime de ségrégation. L'Allemagne, avant de tenter d'exterminer les Juifs, avait déjà perpétré un génocide en Namibie, le génocide des Herero notamment et des Nama, au début du XXe siècle, qui a contribué à la quasi-extermination de ces populations. Et dans ces génocides, les médecins, notamment comme le docteur Fischer, étaient impliqués. C'était les mêmes qui, après, ont mis en place des camps de concentration et des chambres à gaz. Donc, en fait, le fait de ne pas penser à l'Holocauste comme étant un régime de ségrégation qui avait déjà des fondements dans l'histoire coloniale, ça permet de dire ah oui mais la France n'a rien à voir avec cette histoire, mais c'est parce qu'en fait on méconnaît le fil historique qui justement tricote en fait cette histoire de l'esclavage, de l'invasion coloniale et des exterminations qui finalement ont touché des populations européennes juives. Non, mais c'est vrai que vous faites dans le podcast et dans le livre ce travail de remettre en contexte systématiquement, ce qui fait qu'évidemment on apprend plein de choses, on réapprend plein de choses, et puis aussi et ça c'est vraiment je trouve assez enthousiasmant parce qu'il y a donc on apprend des choses, il n'y a pas de culpabilité, mais en même temps il y a quand même la volonté de dire bon on est en 2022, le racisme existe, il continue à exister en France, comment on fait ensuite tous quotidiennement pour prendre notre part de responsabilité et ne pas se dédouaner en disant ah même non mais moi je suis pas raciste, parce qu'évidemment on va tous dire mais je suis pas raciste, alors que dans nos comportements quotidiens, sans faire attention peut-être, plus ou moins consciemment, vous avez vraiment eu cette volonté dans le livre de mettre une perspective un peu plus quotidienne et pratique de tous les jours, on peut tous faire un peu attention à ce sujet. Disons que tu voulais répondre. Disons que nous, en fait, on essaie justement, comme l'a dit Grace tout à l'heure, de se départir de l'appréciation morale. En fait, moi, de savoir que les gens sont racistes ou pas, si c'est pas mes potes, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à faire. Franchement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils font et quels effets ça a. De savoir finalement que tel politique est un raciste fondamentalement dans son cœur ou pas, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait politiquement. Est-ce qu'il met en place des mesures qui vont avoir des conséquences racistes? Est-ce qu'il pardonne ou il fait fi du fait que certaines personnes tiennent des propos racistes. Et à partir du moment où on n'essaie pas de qualifier les gens individuellement et moralement, mais plutôt de dire ok, moi j'ai pas besoin de savoir que tu es raciste pour savoir si ce que tu as dit est raciste. Ce qui est important, c'est ce que tu as dit, c'est raciste, et ça a des effets en fait. Ça a des effets parce que ça a pu blesser des gens, ça peut contribuer à les stigmatiser, à les discriminer, etc. Et du coup, le fait de dissocier l'appréciation morale et individuelle de l'effet social d'un acte ou d'un propos, ça permet justement de sortir de ça et de l'excuse ah je suis pas raciste, etc. Parce que finalement, même en n'étant pas fondamentalement raciste, on peut tenir des propos racistes, on peut commettre des actes racistes, et ce qui est important, c'est pas de dire je ne suis absolument pas raciste, mais de comprendre et de dire ok, cette fois-ci j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, et de comprendre pourquoi on l'a fait et peut-être de ne pas reproduire la même erreur. Et je voudrais aussi dire que souvent quand on parle comme Rokhaya Diallo, on est traité de radicale, alors que moi je trouve qu'elle n'est pas du tout radicale. Je connais plein de gens qui pensent comme elle, mais en réalité la question de la radicalité, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le côté consensuel. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un consensus.
je voudrais que le consensus avance. C'est qu'en fait il y ait des personnes individuelles, enfin qui sont radicales. En fait, ça fait pas avancer les choses si elles n'emmènent pas dans leur sillage des personnes qui vont se dire ah bah oui en fait ça c'est quand même assez vrai et on va créer un consensus en fait en se disant que respecter les autres c'est bien, enfin, je veux dire, ou bien que dire tel mot alors qu'il agresse des gens, et bien en fait on peut trouver un consensus autour de ça en se disant non mais finalement on n'a pas besoin de le dire et on peut trouver plein de synonymes. Et voilà, et en fait, on va vivre beaucoup mieux comme ça. Et donc vraiment, c'est le consensus qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on a un consensus sur qui nous sommes et qui on veut être et comment est-ce qu'on va y parvenir en changeant des choses dans notre quotidien. Donc des mots, on parle des mots parce que les mots sont importants. Bien sûr, il y a du sexisme dans les mots qu'on dit, il y a du racisme, il y a des images grossophobes, il y a énormément de choses qui aujourd'hui sont décortiquées par de nombreux activistes et de nombreux penseurs et penseuses, et c'est important. Quand elles auront infusé, qu'on en fera un consensus, eh bien je pense que ce sera une bonne chose qu'on soit d'accord sur le fait que le respect c'est une priorité pour tout le monde. J'ai un peu envie de dire genre amen, mais bon. Mais bon, non. Dans les remerciements, Rokhaya, on a noté que vous écriviez merci à ma famille de me soutenir quotidiennement, de me nourrir et de m'accompagner dans mes réflexions sans trop soupirer. Quand on lutte, et quelle que soit la lutte pour soi, pour les autres, pour un monde plus juste, plus équitable, plus éthique, plus égalitaire, quand on essaye d'être une meilleure personne et en tout cas d'améliorer le monde, pourquoi est-ce que ça fait soupirer nos entourages respectifs ? Disons que à partir du moment où on a adopté une grille de lecture, en tout cas qu'on a compris certaines logiques de domination et d'oppression qui traversent la société, eh bien, forcément, on les voit partout où elles s'expriment, y compris dans des sphères privées. Donc, on peut effectivement faire des réflexions à des personnes de notre entourage parce qu'ils vont employer telle ou telle expression sans se rendre compte que elle a, une origine raciste ou qu'elle est connotée raciste, sexiste, homophobe ou que sais-je. Donc, évidemment, ça fait soupirer parce que on n'est plus dans un contexte où on débat. On est dans un contexte où on a des liens affectifs avec les personnes et c'est pas, je veux dire, on repose pas l'antiracisme, l'antisexisme à la porte de son domicile pour se dire là, à partir de là c'est le freestyle, tout le monde fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc oui, ça fait soupirer, mais en même temps, je trouve que c'est un garde-fou parce que ça permet de pas être complètement immergé dans ces sujets de manière permanente et de pouvoir aussi lever le pied et de faire aussi de poser une limite avec ce qui aussi est pour Grâce et moi est un travail, hein, c'est un métier et effectivement de ne pas être en permanence dans la volonté de toujours travailler, toujours vouloir faire ce qu'on fait dans le podcast ou ce qu'on a voulu faire dans le livre. De pas toujours vouloir en découdre finalement. Oui, et puis c'est ça. Et puis après, c'est vrai que moi, j'ai pas, je veux dire, la confrontation, c'est pas non plus quelque chose qui me fait kiffer en dehors des plateaux de télévision. Non, après, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Moi, je pense que j'ai un certain goût pour le combat, mais pas dans ma vie quotidienne, en fait. Je veux dire, il faut qu'il y ait un cadre. C'est pas un truc que j'aime bien faire tout le temps. Donc, quand c'est réglementé, que c'est dans un cadre professionnel ou sportif, ça me convient. Mais après, en dehors de ça, j'aime pas particulièrement la confrontation avec des personnes avec lesquelles j'ai des relations plutôt apaisées. Qu'est-ce qui vous donne espoir, personnellement ? À titre personnel, le fait qu'on soit tous et toutes là ce soir, je trouve que c'est quand même plutôt bon signe. Tout à l'heure, on a évoqué les territoires d'outre-mer. J'ai noté quand même que la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique auraient élu Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Donc juste big up, ouais, mais vraiment. Donc juste ça, c'est fou, mais ça veut dire aussi que les injustices sociales montrent aussi que ça peut aussi être source vraiment de révolte, et une révolte qui peut aussi s'exprimer dans les urnes. Alors après, évidemment, l'élection, c'est pas le seul type de mobilisation qui produit des effets politiques, mais ça, le fait qu'on ait pu créer ce podcast, qu'il existe encore après 4 saisons, et que d'épisode en épisode, on est de plus en plus d'auditrices et d'auditeurs, que chaque événement qu'on fasse soit voit une foule quand même assez conséquente de personnes faire écho à ce qu'on dit, donc de se dire qu'on parle pas dans le vide, et de voir que parmi les gens qui nous écoutent, il y a énormément de jeunes, donc qui étaient dans les populations très abstentionnistes, et c'est pas du tout un truc que je critique, mais ça veut dire que ce sont des gens qui s'expriment politiquement autrement, qui sont pas forcément visibles dans le contexte de la politique élective, de la politique classique, mais qui sont aussi capables de se mobiliser, comme ça a été le cas pour la marche pour le futur samedi 9 avril. Donc
j'ai espoir en fait parce que je vois qu'il y a quand même des mouvements politiques qui existent en dehors de ce qu'on voit dans les médias et qui vraiment donnent le sentiment qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de transformer les choses et qui le font à leur niveau et dans des espaces qui sont des espaces peut-être alternatifs mais qui vont produire des effets à mon avis. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est par exemple mes enfants qui ont des radars à sexisme, à racisme, à homophobie, qui sont presque intégrés à leur corps aujourd'hui. Et je me félicite, et je félicite la société dans laquelle on vit, parce que ça veut dire que mes enfants ont des accès que moi je n'avais pas. Ils ont accès à des ressources, donc que ce soit sur TikTok, ça me convient très bien qu'il y ait des slides, enfin des discours en tout cas sur l'antiracisme, sur la justice sociale d'une manière générale, sur l'environnement, etc. Ça me donne beaucoup d'espoir de savoir que en fait je suis hyper contente, je suis soulagée pour mes enfants, parce que je me dis ils vont pas passer par le même sentiment, c'est-à-dire que moi je suis passée par la honte, par le déni, par la colère, par la fatigue, ils passeront par là aussi d'une certaine manière, mais pas pour les mêmes raisons, et en tout cas je sais que la honte, elle n'aura pas les mêmes sources que et ça m'enlève un vrai poids, parce que je me dis que bon, j'ai pas tout foiré dans l'éducation de mes gamins, même s'ils font beaucoup d'écran, et aussi par exemple le fait que ce soir nous sommes ici au comptoir des mots, il y a dans ce public énormément de personnes qui sont concernées en premier lieu par le racisme. Mais il y a aussi des personnes, et c'est des personnes pour qui, à qui on pensait qu'on a fait ce podcast, d'abord parce que on l'a fait pour nous, puis pour les personnes qui seraient comme nous, qui se poseraient ces questions-là en tant que victimes, en tant que premières concernées. Mais aussi, il y a des personnes ici qui n'ont pas, en tout cas, ça se voit pas comme ça quand je regarde, qui ne sont pas concernées directement mais qui sont concernées parce qu'elles font partie de la société, et donc le mot première concernée, c'est très important. C'est pas parce qu'on n'est pas qu'on est blanc qu'on n'est pas concerné par le racisme. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'est pas concerné par le sexisme, etc. On parle de choses qui sont importantes parce que nous sommes toutes ici ensemble. Et aussi, moi, je compte souvent les personnes asiatiques qui sont dans le public, et donc là je vois Sophie Brodier qui est au fond de la salle, et cette moyenne elle monte aussi, et ça c'est important pour moi. Mais voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui me donnent espoir. C'est vrai que par rapport à la première soirée sur le racisme qu'on a fait ici, en tout cas dans le cadre de Girls Power, et qui était il y a 4 ans, un truc comme ça, où là j'avais fait une soirée la semaine d'avant où pour le coup j'avais donc une centaine de personnes, et j'avais 98 personnes blanches, et la soirée d'après qui du coup abordait clairement le racisme, et là pour le coup c'était l'inverse en fait, tout mon public habituellement blanc n'est pas venu, et j'étais sidérée en fait, et la soirée d'après ça s'est à nouveau inversé, comme si effectivement c'était beaucoup de femmes et elles s'étaient pas senties concernées par cette soirée-là en particulier. J'étais un peu sidérée du coup de me dire non, donc là effectivement ça avance en 3 ans. Merci Rokhaya, merci Grace. Ça fait du bien d'entendre des discours un peu construits et intelligents en ce moment. Puisqu'on a plein de biais, puisqu'on hérite d'une histoire très chargée, qu'on a plein de préjugés, on peut choisir effectivement de prendre nos responsabilités, et notamment de choisir qui on lit. Donc on ne saurait que trop vous recommander de lire des personnes non blanches. On a toute une sélection qui est prête, que ce soit des romans, des essais, et bien évidemment, à commencer par Kif Taras. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.